Salut à tous les rêveurs et les créateurs. Qu'est-ce que la créativité ? Un don réservé à quelques privilégiés ou bien une compétence que nous pouvons tous développer? Bienvenue dans Les Clés de la créativité, le podcast qui explore les coulisses des métiers créatifs et démystifie l'approche artistique. Chaque quinzaine, nous explorons le processus créatif d'un artiste, d'un entrepreneur ou d'un innovateur. Nous vous partageons leurs conseils, leurs astuces et leurs secrets pour vous aider à booster votre propre créativité. Je suis Thomas Piard, architecte d'intérieur, designer et votre hôte sur ce podcast. Rejoignez-moi chaque quinzaine pour une nouvelle aventure créative. Pensez à vous abonner à notre podcast et à nous suivre sur nos réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Vous avez la liste en description. Bonne écoute! Aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur d'accueillir une invitée qui m'aide régulièrement à avancer sur ce podcast. C'est un vrai couteau suisse artistique, à la fois coach artistique et agent d'artiste. Préparez-vous à un voyage fascinant où talent, passion et un brin de folie se mêlent pour donner vie à des histoires extraordinaires. J'accueille la talentueuse et pétillante Cristela de Oliveira. Écoutez bien jusqu'au bout, vous ne serez pas déçus. Bonjour Cristela, bienvenue sur les clés de la créativité et merci beaucoup d'être là. Pourrais-tu, s'il te plaît, nous présenter ton parcours et ton métier ? Bonjour Thomas, merci infiniment pour ta délicate attention de m'inviter à ton podcast que j'écoute. Tout d'abord, je tiens à commencer cet entretien en te félicitant et en te remerciant vraiment du fond du cœur pour l'énergie que tu mets à faire découvrir des artistes, des passionnés et aussi des partenaires avec qui travaillent les artistes dont je fais partie. Donc, je suis Cristela d'Oliveira, je suis coach et agent d'artiste. J'ai fait plus de 20 ans de politique avant de me lancer dans le domaine de l'art. Et aujourd'hui, hier, j'accompagnais des politiciens. Aujourd'hui, j'accompagne des artistes passionnés pour qu'ils développent leur vision et leur quête de sens sur le marché de l'art. C'est très intéressant comme ensemble. Qu'est-ce qui t'a motivé à choisir cette branche ? En réalité, j'ai toujours été attirée par l'art depuis mon enfance. J'ai toujours eu une attirance dans ce domaine et à vrai dire, je voulais rentrer à l'école Boulle en sortant du collège. Malheureusement, j'ai pas atteint cet objectif. Je me suis orientée assez naturellement dans le domaine politique parce que j'avais aussi, on va dire, un esprit engagé transmis par mon papa dans ce domaine. Donc tout naturellement, j'ai fait de la communication politique. Mais malgré tout, pendant toutes mes années de femme d'action et de femme engagée dans la politique, j'ai soutenu des projets éducatifs et culturels dans les quartiers. Ça a été pour moi un moyen de rester connectée à ce domaine. J'entends bien et je comprends ce principe et ça fait sens d'un chemin à l'autre. Je voudrais maintenant que tu me précises quelle différence tu trouves principalement entre ton métier d'agent d'artiste et ton métier de coach artistique. Alors ça, c'est une très bonne question. L'agent d'artiste, il est là pour vendre des œuvres d'art sur l'aspect plus business, même commercial. Le coach d'artiste, il est là pour aller creuser dans ce qu'il y a de plus profond chez l'artiste. Quelles sont ses valeurs, quel est le sens qu'il veut donner à son art, l'accompagner dans ses phases de doute, de questionnement, de blocage. Vraiment, c'est pas du tout le même métier. Le coach, il est là pour transformer la vision de l'artiste qu'il peut avoir dans son imaginaire dans du réel, dans de la matière. L'agent, il est là pour vendre les œuvres d'art. C'est vraiment deux domaines totalement différents. Et le coach aide aussi, en tous les cas moi, en tant que coach d'artiste, j'aide les artistes à cartographier l'écosystème du marché de l'art pour les accompagner au mieux dans le plan d'action qu'ils peuvent réaliser pour atteindre leurs objectifs. En gros, ta partie agent d'artiste nourrit ta partie coach. Oui, absolument.
absolument. Et je dirais même que pour évoluer dans ce domaine, le fait d'être coach est une vraie richesse puisque comme on a une appétence pour l'écoute qui doit être le talent et le génie de chaque coach qui évolue, peu importe le domaine, nous permet d'être une prolongation de l'esprit de l'artiste. Et pour les ventes et pour les démarches commerciales ou les rencontres auprès de partenaires ou de collectionneurs, on va dire que c'est une vraie clé en plus. Mhm. Du coup, j'entends même au ton de ta voix que tu es passionné par ce que tu fais. Est-ce que tu veux bien me dire ce qui te passionne le plus dans ton métier ? Ah, ça c'est une bonne question aussi. Ce qui me passionne, c'est de redonner confiance aux artistes. Vraiment, c'est ce qui m'anime. C'est c'est de faire basculer du doute à la confiance. Vraiment, parce que la majorité des artistes que j'accompagne, et que ce soit des artistes ou des politiciens dans le passé ou tout autre, c'est tout à fait humain. Parfois, on est rempli de croyances limitantes ou de freins qu'on s'impose ou même de prisons qu'on s'est construites liées à notre histoire, à notre passé, à notre éducation, à nos expériences. Et pour moi, c'est une vraie passion de pouvoir entrer dans l'esprit des personnes et aller casser tous ces murs pour qu'ils reprennent confiance en eux et qu'ils se donnent une nouvelle chance. Waouh, j'adore entendre ça. Est-ce que dans ce cas-là, je voudrais parler un petit peu sur ton début de carrière parce qu'il y a eu un switch assez important entre la politique et la partie artistique. Est-ce que tu veux bien nous raconter un peu ce début de carrière ? Oui, alors ça a été assez fascinant. Donc j'ai fait un master en communication politique et publique. Et alors je crois pas trop au hasard, je crois beaucoup en la persévérance et en la discipline et en la constance. D'ailleurs, c'est ce qui m'anime aussi dans mes séances de coaching. Disons que je fais pas du tout partie de famille élitiste. Moi, je viens d'une famille ouvrière. J'ai pas fait de grandes écoles. J'étais à Paris 12, j'ai pas fait l'ENA, Sciences Po, etc. Donc, ce qui marque la différence, c'est qu'on doit toujours travailler 2 fois plus quand on n'a pas le réseau. D'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles aussi je suis pas rentrée à l'école Boulle. Je n'avais pas le réseau, j'avais pas les codes. Donc, j'avais juste ma détermination et ma ténacité. Et c'est ce que j'ai réalisé à la fin de mon master. J'ai fait bon nombre de CV que j'ai envoyés à toutes les institutions, municipalités qui m'intéressaient, et notamment aussi les ministères. Et avec plus de 100 CV, enfin, je dis souvent le nombre de 150, donc j'ai plus le chiffre exact, mais je sais que c'est entre 130 et 150. CV adressé, j'ai eu une réponse positive qui était le ministère de la Santé à l'époque dans lequel je suis entrée et qui a été, on va dire, une porte très importante pour le commencement de ma carrière en tant que collaboratrice de cabinet et de politicienne, puisqu'à la suite de comment dirais-je, de ce recrutement, j'ai pu au fur et à mesure des opportunités que l'on se crée également, rencontrer un grand patron industriel qui m'a donné sa chance, avec qui j'ai collaboré pendant 10 ans et grâce à qui j'ai pu avoir de hautes responsabilités dans mon département. Et c'est ainsi, au fur et à mesure du temps, que j'ai construit ma carrière politique. Je voulais que tu nous précises, s'il te plaît, Christella, parce que c'est très intéressant. Comment s'est passé le switch entre ta carrière politique et ta carrière d'agent artistique et coach ? Alors, quand j'ai terminé ma carrière politique, en fait, très vite, j'avais envie, parce que j'avais plus les mêmes aspirations, j'ai eu envie de faire une reconversion, c'est ce que j'ai réalisé. En fait, c'est des artistes que j'ai accompagnés pendant mes responsabilités politiques et que j'ai soutenus dans divers projets éducatifs culturels qui sont venus me chercher à la fin de ma certification.
et qui m'ont dit, voilà, Christella, on a envie enfin, notamment 2 artistes, on a envie d'avoir une agent pas comme les autres et on a envie de faire appel à toi pour que tu nous accompagnes. Donc, ça faisait de nombreuses années qu'on se connaissait, plus de 10 ans, ils avaient confiance en moi, on avait établi une vraie alliance ensemble et tout naturellement, ils sont venus me chercher. Donc voilà, c'est ainsi que s'est fait le switch. Ok, et les plus grands défis que tu as eu à affronter au début, c'est jamais simple un début de carrière. Alors, les plus grands défis sont pour moi le réseau. Le réseau, pourquoi? Parce que pendant plus de 20 ans, j'ai développé un énorme réseau politique, institutionnel, pour certains sujets. Par contre, lorsque j'ai décidé de quitter la politique pour entrer dans le domaine de l'art, je me suis confrontée à ce réseau. Donc j'ai de la chance d'avoir un grand carnet d'adresses parce que en général, telle personne connaît telle autre personne, etc. Et puis au fond, toutes les personnes influentes ont une connexion, hein, on le dit, hein, 5 personnes qu'on connaît dans ton entourage connaît une autre personne qui connaît une autre personne. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on réalise les campagnes politiques. Donc, je me suis servi de mon réseau pour aller connecter. J'ai intégré des clubs de femmes d'affaires et je suis en permanence en lien avec des galeristes, avec les milieux autres que les arts appliqués, donc la photographie, la réalisation, les producteurs. Et voilà, ça répond à ta question. Le plus grand défi pour moi, c'est le réseau. Ok, c'est une très bonne chose dont j'ai pas eu, enfin, pour laquelle j'ai pas eu beaucoup de réponses à ce sujet-là. La plupart du temps, le réseau passe au second plan quand j'interroge les gens sur leur créativité. Mais toi, c'est 80% de ton travail, j'imagine. Ouais, exactement. Le carnet d'adresses, c'est ce qui fait toute la différence. Les recommandations, pour obtenir des projets, pour atteindre nos objectifs. En fait, la clé aujourd'hui, c'est le réseau. Il y a pas de mystère. C'est vraiment mon plus grand défi. Quelles leçons est-ce que tu as apprises de tes expériences passées? Parce que là, j'ai bien compris que le réseau peut être à la fois un avantage et un inconvénient. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui te viennent de ta partie politique que tu peux appliquer peut-être dans ton travail de tous les jours? Oui, la stratégie, le développement stratégique, les leviers, comment atteindre nos objectifs, c'est ce que j'amène aujourd'hui aussi. C'est ce qui fait ma singularité, puisque quand on évolue dans un domaine aussi stratège que la politique, hein, on peut aller dans tous les autres domaines. De toute façon, la stratégie est toujours la même. C'est être capable de cartographier très vite dans son esprit ce dont on a besoin pour atteindre notre objectif. Et ça, c'est vraiment ma singularité. Yes, merci. Quel conseil est-ce que tu donnerais à quelqu'un qui voudrait, comme toi, devenir agent d'artiste et coach? D'être passionné, académicien ou autodidacte, avoir confiance en son intuition, en ses émotions. Je pense que pour être agent, il faut être un passionné de l'art et aimer profondément l'humain, pour que l'humain passe avant le business. En tous les cas, moi aujourd'hui, c'est mon fer de lance. J'ai vraiment envie aujourd'hui de faire passer l'humain avant le business, avant le clientélisme ou autre que j'ai pu connaître auparavant. Ah, c'est vachement intéressant parce que l'idée que je me fais, en tout cas moi, d'un agent, c'est quelqu'un qui va chercher à vendre et à faire vendre. Et toi, ce que tu me dis, c'est qu'en fait, tu vas placer ton artiste plus haut que son œuvre. Ouais, exactement. Toujours, toujours. Et je pense que c'est là la différence. C'est comment on est capable de vendre. Et c'est pour ça que je disais qu'un coach d'artiste est différent d'un agent, parce qu'on est le prolongement de son esprit. Et quand on a cette capacité de connaître parfaitement son artiste, on peut pitcher à sa place en fait. Et on peut vendre beaucoup mieux ses œuvres en expliquant quelle est la vision de cet artiste, quels sont ses engagements, sa contribution sociétale. Je pense qu'aujourd'hui, les gens ont besoin qu'on leur raconte
une histoire et l'histoire de l'artiste, pour moi, je la fais passer avant ses œuvres. Waouh, donc en fait, je comprends que c'est plutôt une pollinisation croisée entre ton rôle d'agent qui nourrit ton rôle de coach et ton rôle de coach qui nourrit ton rôle d'agent. Ouais, exactement. C'est exactement ça. Les deux vont de pair. Vraiment, les deux vont de pair. Ok. On va faire maintenant un focus un peu plus précis sur ton rôle d'agent avant que je te fasse un focus plus précis sur le rôle de coach. En tant qu'agent d'artiste, en quoi consiste concrètement ton travail ? Alors, c'est de trouver des acquéreurs, des collectionneurs, des entreprises, des collaborations, développer vraiment la stratégie globale pour que l'artiste soit visible, soit légitime sur le marché de l'art. Ça, pour moi, c'est une des missions principales de l'agent et surtout défendre ses intérêts. Toujours, il faut le protéger, il nous fait confiance, donc il faut ensemble, on crée une alliance de confiance pour atteindre nos objectifs et notamment celle de la vente. Ok, très bien. Quels sont les services que tu proposes aux artistes que tu représentes du coup ? J'imagine qu'il y a plusieurs manières de représenter un artiste et que tu dois avoir plusieurs, on va dire, packs de services, quelque chose du genre. Ouais, en fait, alors moi je représente que les artistes que j'ai en portefeuille. Je n'en récupère pas d'autres. Pour l'instant, voilà, ça me suffit. C'est un énorme travail. C'est très énergivore hein, d'être agent. Ça prend beaucoup de temps parce qu'il faut réfléchir. Il n'y a pas uniquement, on va dire, les tâches administratives. Il faut réfléchir à qui on envoie, quel type de message et comment, ça répond à quel besoin par rapport à l'interlocuteur. Donc être agent, c'est pas forcément des offres de services comme je peux avoir en tant que coach. Ça veut dire que c'est à long terme, c'est le long terme qui fait la différence parce qu'on établit une stratégie ensemble. Être coach, c'est, comment dirais-je, un temps donné, vraiment dans un espace-temps. Donc, c'est où on fait une séance de coaching consulting de 1h30 à 2 heures, où je vais, via des questionnements puissants, aller chercher là où ça bloque, là où il y a des freins, des blocages, essayer de débloquer les schémas rapidement et démontrer que l'artiste a déjà bon nombre de leviers à actionner pour atteindre son objectif. Donc ça, c'est un package de 1 heure. Et il y a les cycles de coaching qui durent environ pendant 7 séances tous les 15 jours, où là, on va dans le questionnement pareil pour atteindre l'objectif général. On définit un objectif de séance dans lequel on va déployer un plan d'action que doit travailler l'artiste pendant les 15 jours jusqu'à la prochaine séance pour atteindre son objectif général du fin de cycle qui dure environ 4 mois. Et là, c'est un accompagnement dans le temps, donc du ici et maintenant vers le futur. Alors que l'agent, c'est plus une stratégie à long terme. Ok, c'est clair. Et le schéma général est bien décrit. Donc, est-ce que tu peux nous parler d'un artiste que tu représentes et dont tu es particulièrement fier ? Alors, j'aime tous les artistes que je représente. Ils ont tous leur force, leur vision qui m'inspire. Sinon, je ne les accompagnerais pas. Mais je parlerai de Opar parce que ça a été l'un des premiers qui m'a fait confiance, avec lequel j'ai créé très rapidement une alliance puissante et que je développe actuellement et que j'apprécie énormément. C'est comme un membre de ma famille. J'ai vu ce que tu fais avec lui et j'ai vu certaines de ses œuvres en tout cas. J'avoue qu'il y a une vraie... Alors, comment dire ça ? Il a une patte unique dans sa manière de travailler et ça donne vraiment envie de regarder ce qu'il fait en vrai. Parce que voir des tableaux sur un mur, c'est pas pareil... sur un mur Facebook ou sur un mur LinkedIn, c'est pas pareil que de les voir sur un vrai mur de maison. Ouais, je confirme, c'est d'une puissance extraordinaire et c'est exactement
la raison pour laquelle je me suis engagée dans ce domaine et j'ai eu envie de l'accompagner, c'est cette capacité qu'il a à transmettre une émotion à travers son œuvre. C'est d'une puissance, incommensurable. Quand on est à côté d'une peinture de Alexandre Montero, dit Opar, voilà, il nous projette, dans un monde qui est le nôtre, mais qui est aussi le sien, qui nous transmet. J'ai eu tellement de témoignages de collectionneurs, mais extraordinaires, sur cette capacité à transmettre une émotion. Et pour moi, aujourd'hui, plus que tout, l'art vient nous offrir cet espace émotionnel plutôt que l'intellectualisation qu'on en fait aujourd'hui. C'est très important, cette intellectualisation, parce que ça permet à l'artiste d'exprimer la manière dont il met son travail en avant. Aujourd'hui, c'est dur de comprendre avec des guillemets la plupart des abstractions si l'artiste ne l'explique pas. Oui, ça c'est une... Alors, tout dépend de l'artiste, mais effectivement, là, c'est plus la subjectivité que l'objectivité. Pour moi, la subjectivité, le symbolisme fait partie des choses les plus importantes, les références, savoir pourquoi, qu'est-ce qui l'anime. Et justement, le coaching permet de développer cette subjectivité et ce message qu'il souhaite passer. Et effectivement, tu as raison de le rappeler, ce qui est important aussi, c'est la capacité de l'artiste à transmettre son message à travers son œuvre, oui. Oui, c'est un point qui est fondamental et que les différents artistes que j'ai pu interviewer, la plupart du temps, ont construit. Parfois, il y a des artistes comme Arlette que j'ai interviewée qui considèrent qu'elle n'a pas de message. Et du coup, ça rend l'interview super rigolote. Ouais, après tout, chacun évolue dans le monde dans lequel il a envie d'évoluer. Et c'est juste peut-être la beauté. Ça répond peut-être à d'autres valeurs qui sont pas forcément des valeurs engagées, mais qui sont des valeurs d'esthétisme, de beauté, de partage, tout simplement. Exactement, c'est ce que j'appelle des valeurs dégagées. On va venir un petit peu sur ton rôle de coach. Tu as commencé à l'évoquer pendant la partie précédente, mais est-ce que, par exemple, il y a des outils et des techniques de coaching que tu peux utiliser pour aider les artistes à développer leur potentiel ? Ah oui, c'est indispensable. D'ailleurs, c'est ce qui marque la différence entre les coachs certifiés et les coachs qui se disent coachs et qui n'ont aucune certification. J'insiste vraiment sur le sujet parce que c'est hyper important pour tous les auditeurs qui nous écoutent. Si vous avez envie de faire appel à un coach, il faut qu'il soit certifié parce qu'on rentre dans votre esprit, il y a des outils, il faut être formé, il y a des protocoles à mettre en place, que ce soit la programmation neurolinguistique ou autre. Il y a tout un panel d'outils et via des questionnements puissants. Et donc, c'est important effectivement de faire appel à des vrais professionnels, à des coachs professionnels. Et effectivement, je me sers via mes questionnements et via aussi l'apprentissage que j'exerce quotidiennement. D'ailleurs, un bon coach doit se former régulièrement pour des mises à jour et ne pas rester uniquement sur ses acquis. Je pense qu'un bon coach reste toute sa vie un chercheur pour lui et pour les personnes qui l'accompagnent. Et donc, il est indispensable effectivement d'avoir des outils pour accompagner nos clients, oui. Alors, j'ai demandé lesquels. Tu m'as parlé de programmation neurolinguistique. Tu veux bien développer un peu plus ça, sans donner tout ce qui fait ton cœur de métier et qui fait que tu peux pas en faire cadeau entre guillemets à l'auditeur. Mais voilà, donne un peu plus d'insight autour de ça, s'il te plaît. Alors, par exemple, la programmation neurolinguistique qui a été développée par Robert Dills et qui est extrêmement puissant, permet par rapport à une situation donnée positive,
capter, repérer quels sont les environnements dans lesquels tu as évolué, les comportements, les capacités, les valeurs, ton identité, qu'est-ce qui a fait que cette situation a été positive en entrant dans ces strates, en fait, de façon pyramidale. On arrive à qu'est-ce qui, justement, en termes d'ancrage, bon, là, je peux pas te faire un protocole parce que ça serait long, mais par rapport à l'environnement extérieur, à tes capacités, à tes valeurs, à la personne que tu es, comment tu as atteint cette situation positive, en quoi elle a été positive, qu'est-ce que tu as mis en place, quelles ressources tu as été chercher. Et du coup, au fur et à mesure du questionnement, on sent une énergie qui monte comme pour suivre une pyramide et pour aller en haut, ce qui donne un sens à ta vie. En quoi cette situation elle est positive? Qu'est-ce que ça t'a permis de dévoiler sur qui tu es, sur ta quête de sens? Et c'est comme ça, au fur et à mesure des questionnements, que les clients se disent: «Ah ouais, OK, j'ai été chercher telle ressource, j'ai fait ça, puis ça répond à telle valeur et je me suis senti bien parce que j'ai eu cette capacité de mettre en place telle action» et petit à petit, via le questionnement, bah, on sent que la personne est bien et en fait, on arrive à comment dirais-je? À mettre un ancrage sur sur cette situation positive et qui peut être déployée dans toutes les situations de ta vie, en fait. Alors là, j'ai une En question. général, le cerveau, il reste toujours axé sur le négatif. Et du coup, nous, en tant que coach, on va aller chercher, alors on ne met pas de côté le négatif, bien au contraire, mais on capitalise sur le positif pour ramener notre client sur comment dirais-je, des ouvertures de potentiel à l'avenir, en fait. Je ne sais pas si je m'exprime correctement, Je mais comprends bien et justement, ça m'amène une autre question. Est-ce qu'il y a des gens que tu as coachés qui ont eu un switch, pas forcément dans leur tête, mais carrément dans leur production artistique? complètement. C'est le cas de Sylvie Castioni aussi, que j'apprécie énormément, qui est une artiste photographe engagée pour les femmes. Notre coaching lui a permis totalement de switcher sa vision. En fait, elle s'est rendue compte grâce au coaching que toute sa carrière, elle l'a consacrée aux femmes et qu'en fait, son engagement, c'était les femmes. Et c'est ce que ça lui a permis de débloquer toute sa vision artistique future, de se dire: ok, je suis artiste photographe, mais en fait engagée. Et c'est ça que je veux faire. Et je veux me démener pour faire ça. Et en l'espace de quelques temps après notre séance de coaching, eh ben, elle a fait les marches de Cannes avec des groupes de femmes. Ça a complètement switché en très peu de temps. Ça a été très très puissant. C'est assez génial, d'autant plus que je l'interviewe dans pas longtemps. Ouais, elle a décalé le dernier entretien parce qu'elle partait à Cannes. Donc je l'aurai à son retour de Cannes quelques jours après. Super. Mais tu verras, elle va bien t'expliquer comment ça a fonctionné et comment elle a justement capitalisé là-dessus pour se donner la force et le courage d'assumer en fait sa vision et aller de l'avant. C'est au top. Selon toi, les qualités les plus importantes pour un coach ou pour un agent ou pour les deux? Je pense que c'est l'humilité. L'humilité, j'ai rencontré beaucoup de coachs et d'agents aussi. Et bon, la reconnaissance est un besoin fondamental humain. Ça, c'est une certitude. Par contre, moi, enfin, en ce qui me concerne, hein, c'est vraiment à titre personnel que je dis ça. Ce qui est important, c'est de ne pas oublier qu'un coach ou un agent reste dans l'ombre et doit rester dans l'ombre, selon moi. La personne qui doit briller, c'est le client, c'est l'artiste. Et parfois, j'ai rencontré des coachs ou des agents qui récupéraient, comment dirais-je, la lumière qui était posée sur leurs clients de façon pas élégante. Et voilà, pour moi, l'important, c'est de rester humble,
euh, et d'être épanoui dans ce qu'on fait, de pouvoir porter et contribuer au bien-être de nos clients. Mhm. Pardon. Ok, bah ça me va très bien en fait. Et je sens bien, à travers tout ce que tu dis, que une des thématiques principales, c'est l'humain. Et derrière, c'est effectivement le fait de mettre la personne en avant. Et en fait, ça revient un peu à ce que j'essaye de faire moi. Donc il va falloir que je me taise et que je te demande, en tant que coach et agent, tes projets d'avenir, qu'est-ce que c'est en ce moment ? Je vais le reformuler, attends, c'est tout pourri. Quels sont tes projets d'avenir en tant qu'agent artistique et coach artistique en ce moment ? Alors j'ai plusieurs expositions avec mes artistes, donc en France et au Portugal. Et j'ai un projet, mais dont je ne peux pas parler, qui est un projet qui me tient énormément à cœur, qui est encore secret, sur lequel je travaille assidûment. Et voilà, c'est pour eux aussi que je le fais, et c'est pour le domaine de l'art plus globalement, et j'espère atteindre cet objectif. Ça va mettre un peu de temps, mais je sais que je vais y arriver. Donc bon nombre d'expositions et de collaborations aussi potentielles, et voilà. Ok. Est-ce que tu as des conseils pour des artistes en herbe pour dégager leur tête dès le début ou quelque chose comme ça ? De s'inscrire, alors ça peut paraître anodin, mais c'est très important pour construire son réseau. C'est de s'inscrire aux newsletters des galeries qui vous passionnent, dans lesquelles vous vous reconnaissez, de participer. Comme ça, vous inscrivez à la newsletter, vous avez les informations, vous vous déplacez, vous allez à la rencontre d'autres artistes pour créer votre propre toile de connexion et de réseau, discuter avec des artistes, discuter avec des galeristes, n'ayez pas peur, préparez votre pitch, les relances aussi, ne perdez pas espoir. Lorsque vous envoyez un mail, vous n'avez pas de retour, c'est normal, il y a énormément de mails dans les boîtes. N'hésitez pas à relancer, persévérer, gardez une forme de discipline, et ne restez pas seul dans votre atelier. Allez à la découverte des personnes et connectez. C'est le premier conseil que je donne, c'est connectez-vous. Connectez-vous vraiment aux personnes du domaine qui vous passionne. Ouais, c'est vrai que c'est un super bon conseil. Alors là, je vais passer dans une partie plus question bonus, et je vais en choisir 2 ou 3. La première pour moi qui est importante, qu'est-ce que l'art représente pour toi ? Un univers fascinant dans lequel j'aime me perdre. C'est un peu court, jeune femme. Ok, je vais garder ça comme ça. Est-ce que tu as un endroit préféré pour t'inspirer ? J'en ai plusieurs. Euh, Mais je dirais quand même le musée du Louvre, parce que il laisse l'opportunité d'aller se perdre justement dans divers courants, dans divers euh, temps. Et, euh, et ça, c'est fascinant, et c'est pour moi le meilleur endroit dans lequel effectivement j'aime passer du temps quand j'en ai besoin. Ok. Alors, j'ai une question que je vais tourner un peu différemment. Si tu pouvais choisir un artiste, mort ou vivant, pour travailler avec toi, ce serait qui et pourquoi ? Ça serait Rothko et Basquiat. Et peut-être Picasso, qui sait. Non, ces trois pour moi sont l'exemplarité d'une volonté à briser les codes. Et c'est ce que j'aime. C'est ce que j'aime, c'est ce dont je rêve aussi pour le marché de l'art, qui est encore très élitiste. Et ces trois grands artistes prônaient justement une vulgarisation de ce monde, de ce domaine, à travers l'émotion ou à travers des œuvres engagées. Mhm.
on va garder ça pour la conclusion, parce que j'aime beaucoup. Je suis arrivé au bout de mes questions, Christella. J'ai envie de continuer très longtemps avec toi. mais j'ai fait à peu près le tour de ce que j'avais envie de te demander pour le podcast. Je te laisse un dernier mot pour conclure. Un grand merci à toi, Thomas. Un immense merci à tous les artistes qui me soutiennent, qui me suivent sur LinkedIn. Ça me touche énormément et merci infiniment. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode des Clés de la créativité. J'ai vraiment passé un super moment avec mon invité. J'espère que vous avez pris plaisir à nos échanges. Surtout, je tiens à remercier chaleureusement tous les auditeurs qui nous accordent leur temps chaque quinzaine. C'est grâce à vous que ce podcast existe et continue de grandir. Si vous avez apprécié cet épisode, partagez-le sur vos réseaux sociaux et laissez un commentaire sur les nôtres pour nous dire ce que vous en avez pensé. Vous pouvez également me retrouver sur l'Instagram ou le Facebook des Clés de la créativité. Je vous mets les liens en description. Sur ce, je vous souhaite une semaine pleine d'inspiration et de créativité. En attendant le prochain épisode, restez créatifs et à bientôt!